Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'annonces de sortie de contenu sur ma chaîne, on va parler d'ordinateurs, de Windows, de domotique, des choses de ce type-là, de petits produits aussi qui peuvent vous intéresser. Vous n'allez rien apprendre en tant que tel, à part les contenus qui vont éventuellement déboucher sur des vidéos que je vais publier. C'est l'occasion pour vous de réagir en commentaire, ou si vous préférez aller sur mon Discord, vous pouvez également, mais pour me dire si y a une vidéo en particulier qui vous intéresse plus qu'une autre, et me poser en avance quelques questions sur tel ou tel produit que vous avez vu apparaître dans cette vidéo-ci. Au passage, donc, vous aurez quelques contenus que je prévois de faire d'ici la fin de l'année, dont des contenus qui vont arriver très rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est exhaustivement les contenus que je vais faire. Il y aura aussi un petit peu de contenu sur, vous avez vu mon NAS, donc des services Docker, des services de gestion de fichiers, mais ça arrivera au compte-gouttes. Je pense que j'ai fait le tour de la thématique, et je vous ai présenté tout ce qu'il faut pour démarrer sur ce type de déploiement-là, de services et tout ça. Donc normalement, vous avez le nécessaire pour pouvoir travailler au quotidien. Vous avez toutes les playlists qui sont disponibles, donc il n'y a plus grand-chose à en dire, à part quand il y a besoin, au cas par cas, j'ai quelques idées, remettre à jour une ou deux vidéos ou republier un nouveau contenu pour partager une petite astuce, un petit fonctionnement. Voilà, donc je vous présente rapidement les contenus qui vont débouler donc sur ma chaîne dans les prochaines semaines, prochains mois. Si vous les voyez apparaître plus ou moins rapidement, c'est que j'ai eu du temps libre. Cette semaine, vous voyez que c'est un contenu assez léger parce que il faut que je prépare la vidéo du produit que vous allez voir qui va arriver juste après. Et la vidéo de la semaine dernière était très lourde puisque c'était le test, le montage, puisque j'avais fait beaucoup quand même en avance, mais c'était le montage de la vidéo sur le test de cet ordinateur portable Dell, et ça me consomme énormément de temps personnel, et du temps personnel, vous êtes probablement comme moi, mais on n'en a pas à rallonge, donc je fais avec les moyens du bord. Donc voilà, je vous présente le premier produit qui va arriver normalement la semaine prochaine, et ensuite, je vous montrerai le reste des produits qui devraient arriver, ou des thématiques qui devraient arriver sur ma chaîne. Et je commence par la vidéo qui a le plus de chances de sortir très rapidement, puisque pour ne rien vous cacher, elle devait même sortir à l'origine cette semaine, mais je l'ai retardée d'une semaine, donc a priori le 25 septembre 2025, vous pourrez retrouver mon test du Geekom A9 Max. Qu'est-ce que c'est que le Geekom A9 Max? Vous le voyez ici, c'est un mini PC, d'assez bonne qualité, mais aussi d'assez gros budget, puisqu'il faut compter quand même 1000 € pour une petite bête dans ce genre-là. Il est très complet, mais surtout, il a dedans un processeur, et une carte graphique, puisque la carte graphique est discrète, donc elle est intégrée dans le processeur, de très très bonne qualité. Et c'est un Ryzen 9 HX 370, et ça doit vous parler, ça doit vous évoquer quelque chose, et parce que la semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo sur cet ordinateur portable de chez Dell, qui est équipé exactement de la même architecture. On est quasiment tout pareil, c'est-à-dire qu'on a la même processeur, donc même GPU puisqu'il est intégré, support du Wi-Fi 7, support du Bluetooth 5.4, sauf que là-dessus on a un tout petit peu plus d'évolutivité, puisque la carte Wi-Fi elle est en M2, elle est échangeable, on a 2 Tera de stockage en M2 également, la mémoire peut être changée, on a par défaut 32 Go de mémoire, et c'est une machine qui est extrêmement performante. Alors à part son budget de 1000 €, ce qui va pas être forcément pour toutes les bourses et pour tout le monde, si vous cherchez une petite machine très compacte mais très puissante, c'est je pense un très bon compromis. Au point que cette machine-ci, au départ je comptais juste l'utiliser probablement pour mettre quelques services, pour faire des expérimentations, mais peut-être qu'elle va remplacer pour mon utilisation du quotidien ma grosse tour, qui est un Ryzen 7 2700X, donc qui commence à être très vieillissante. À part pour le jeu où j'ai encore une carte graphique qui, on va dire, peut faire la comparaison largement par rapport à ce qui est capable en termes de performance de jeu, cette petite machine-ci. Pour tout le reste, mais elle lui met une claque pas possible. C'est une machine qui est beaucoup plus performante, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus économe en énergie. Voilà, donc vous en verrez plus dans le détail, mais sachez que si vous avez vu ma vidéo sur cet ordinateur portable Dell, on s'attend exactement, évidemment, au même niveau de performance ou quasiment, à peu de choses près. Donc ce sont des machines qui sont extrêmement capables et les processeurs AMD sont devenus très intéressant sur ces petites machines-là. Il était déjà sur une grande gamme de machines, qu'on aille du serveur à la machine de bureau, mais maintenant, même sur des petites machines comme ça, des ordinateurs portables et des machines un peu plus compactes, on est aussi sur un niveau de performance qui est extrêmement intéressant pour des fonctionnalités qui sont elles aussi très intéressantes. Alors c'est pas une machine parfaite, en particulier trop de ports USB type A à l'avant, à l'arrière on n'a pas les Thunderbolt, on a des ports USB-C, mais c'est du 40 Gbps, dont un qui est Power Delivery, mais qui ne veut pas fonctionner, c'est pour ça que j'ai retardé d'ailleurs la sortie de ma vidéo, c'est parce que je continue à débugger tout ça. 2 ports Ethernet de Giga 5, ce qui est super si vous voulez, suivant c'est ce que vous voulez faire avec, mais ça peut être super pratique si vous voulez en faire un mini serveur ou un petit NAS éventuellement en mettant des disques sur les ports USB-C. Donc voilà, c'est une machine qui est intéressante,
qui est pas pour tout le monde en termes de budget, mais si vous voulez vous faire une petite configuration très économe en énergie, avec cet écran et cette machine-là, je consomme dans les 40 watts, voire même moins, hein, suivant ce que fait la machine. C'est vraiment ultra économe, c'est vraiment silencieux, donc c'est idéal si vous voulez une petite machine pour aller sur Internet, pour aller jouer à des petits jeux, et pour faire des tâches lourdes en termes de traitement, elle fera aussi très bien l'affaire. On reviendra également très prochainement sur Windows 11, parce qu'il y a quand même des nouveautés qui sont très intéressantes, dont celle-ci. Vous voyez que je suis maintenant équipé du nouveau menu démarrer. Alors il a des avantages, il a beaucoup d'inconvénients, je suis pas satisfait de tout ça, en particulier le fait qu'on ne puisse pas le personnaliser comme on veut. Moi je trouve ça hyper dommage de ne pas pouvoir dire je veux certes un groupe mais j'en veux qu'un seul à cet endroit-là, cette icône à cet endroit-là. C'était beaucoup mieux avec les tuiles, je reste convaincu de ça. Les menus de Windows 11, je les aime pas tant que ça. Mais on gagne quand même en fonctionnalité, on a quelque chose qui est très moderne, et surtout vous voyez sur la droite, ce menu est maintenant relié avec mon smartphone, et ça c'est super. On a une intégration directe avec son téléphone, donc on voit le téléphone, on voit son niveau de batterie, tout ça, comme on peut l'avoir avec l'application mobile connectée, mais on a un accès direct aux activités de son téléphone. Donc là moi j'ai caché, mais vous pouvez avoir vos appels téléphoniques, vos messages, donc plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et donc vous voyez l'apparition des groupes, que vous pouvez remplacer aussi, si vous le souhaitez, par les listes d'applications en brut, ce que vous aviez avant avec le petit menu qui était là, qui vous permettait d'aller dans les listes. Donc ça fait partie de tout un jeu de fonctionnalités qui viennent sur Windows 11. Je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo sur Windows 11 25H2, et que c'est pas lié à la 25H2, ça c'est des mises à jour de fonctionnalités qui vont apparaître normalement, théoriquement, sur la 24H2 et la 25H2. Mais vous voyez qu'il y a encore un travail de fond de la part de Microsoft pour renouveler l'ergonomie et les fonctionnalités dans Windows 11. Donc Windows 11 n'est pas en fin de vie, on le voit, puisqu'on a encore des innovations majeures, on va dire, dans l'ergonomie de Windows. Pour les gens qui attendent Windows 12 et tout ça, vous voyez qu'il y a encore du neuf, en tout cas sur Windows 11, c'est loin d'être la fin. Et voilà, après ça, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va dans votre sens, dans le sens que vous appréciez utiliser Windows? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime pas, je vous l'ai dit, le côté absence de configuration m'embête au plus haut point, mais ça reste pratique à utiliser et fonctionnel. Donc ça, ce sera aussi un petit ensemble. J'attends d'avoir assez de fonctionnalités pour pouvoir les présenter, les partager. Juste le menu démarrer, je pourrais en faire une vidéo, mais bon, en soi, j'attendrai d'avoir un petit peu plus de choses dans les barres des tâches, des trucs comme ça. Une autre thématique dans la rubrique domotique, c'est évidemment mon utilisation combinée de JDOM et de Home Assistant. Ça va pas durer éternellement, mais pour le moment, j'ai pas de soucis majeurs avec JDOM, même si c'est une solution qui quand même, je trouve, est à bout de souffle par la communauté autour et par les innovations qu'on peut y voir, mais au moins ça a le mérite de fonctionner et d'être relativement stable. Donc j'opère moi une migration, une bascule entre JDOM et Home Assistant, et tout doucement je bascule des fonctionnalités vers Home Assistant. Alors pas au rythme que j'aimerais, pas à la vitesse à laquelle j'aimerais, mais moi l'objectif c'est d'avoir une maison utilisable. J'en ai rien à faire de comment ça fonctionne techniquement, tant que ça m'économise du temps à la maintenance, que j'ai un double système à maintenir, donc évidemment que ça me consomme plus de temps, mais il faut que ce soit transparent à l'usage. Et donc c'est ça que je maximise, j'en ai rien à faire d'y prendre du temps à partir du moment où j'ai une application unique qui me permet de tout faire et sur lesquelles j'ai toutes les fonctionnalités. Il est hors de question que j'ai plusieurs applications en fonction de ce que je veux faire, de si je veux gérer le chauffage, la lumière, les ouvrants, l'alarme et tout ça. Donc tant que j'ai pas de solution, on va dire, cohérente, je continue sur ce mode-là. Ce que j'avais vu au niveau de JDOM, c'est qu'a priori, donc il y a une nouvelle version qui devrait pas tarder à sortir, je l'espère en tout cas, enfin c'est ce qui était annoncé, donc une 4.5 je crois. Ici je suis actuellement en 4.4.20. J'ai vu qu'il y a enfin, parce que franchement là ils ont pris énormément de retard, il y a enfin une mise à niveau de ZWave.js qui a eu lieu, avec la possibilité d'utiliser un serveur externe, si j'ai bien compris, MQTT ZWave.js. Donc peut-être que je vais enfin pouvoir basculer mon installation Z-Wave sur Home Assistant, et vous allez voir que pour ça j'ai aussi du matériel pour m'aider à faire ça. Mais l'idée dans tout ça, c'est évidemment au fur et à mesure de déporter des fonctionnalités. Et y a certains plugins qui sont plus ou moins à l'abandon. Donc là Z-Wave.js vient enfin d'être mis à jour, mais je crois que ça faisait 6 mois
quelque chose comme ça, qu'il n'avait pas été mis à jour en termes de version. Il y a des gens à qui ça pose pas de problème, mais moi je maintiens les versions à niveau, parce que déjà il faut la compatibilité avec Home Assistant, parce que Home Assistant accède à mon serveur ZWave.js, UI, mais aussi parce que je veux toutes les fonctionnalités et toutes les capacités, et vous allez voir que j'ai des produits qui nécessitent les dernières versions de Z-Wave, et donc ça me posait problème de ne pas les avoir sur JDOM. Voilà, mais mis à part ça, j'ai toujours donc cette double installation, c'est toujours JDOM actuellement, mon système principal pour gérer ma domotique. Et donc côté domotique, j'ai 3 produits dont je souhaite vous parler, mais il n'y en a que 2 ici sur le bureau, parce que le troisième je vais être obligé de le flouter, parce que pour le moment j'ai pas le droit officiellement d'en parler, je veux pas embêter la marque en faisant de bêtises en parlant trop tôt, mais le premier produit, et vous avez probablement vu plein de vidéos autour des clés sorties par Home Assistant, les clés ZWA2, qui m'intéressaient beaucoup, hein, les clés Z-Wave, mais en version long range. Moi je souhaite passer sur une version plus moderne du Z-Wave, donc en particulier sur une clé plus moderne, puisqu'actuellement je suis en série 700, ce qui est très bien, mais ce qui n'est pas au goût du jour on va dire. Et donc je vais vous présenter cette clé de chez AEOTech, ce sera une alternative par rapport à tout ce que vous avez pu voir en termes de Z-Wave. Oui, le Z-Wave n'est pas mort, et en plus vous avez du choix dans les produits que vous sélectionnez. Je n'ai pas sélectionné la clé Home Assistant, qui est probablement très très bien, mais qui pour moi n'a pas d'intérêt. Elle est trop grosse par rapport à une installation domotique, et si vous ne faites pas de long range, il n'y a aucun intérêt d'avoir un produit aussi énorme à caser quelque part. Donc c'est une toute petite clé, pour autant elle est compatible long range et série 800, donc elle est compatible avec les toutes dernières normes du Z-Wave, puisque le Z-Wave continue à évoluer, et c'est pas plus mal. Et même si évidemment elle va pas être aussi efficace en termes de long range, puisqu'elle est toute petite, elle a des antennes toutes petites, ça suffira largement pour une utilisation, on va dire, domestique, dans des portées raisonnables. Et ce que vous pouvez voir en haut à droite, ce qui est assez étonnant, je sais pas si vous le voyez bien, il y a le petit logo qui est juste là, mais de temps en temps ma caméra veut faire n'importe quoi, et en particulier faire du flou. Vous avez un petit logo Zigbee, et donc elle est double cette clé, elle permet de faire du Z-Wave et du Zigbee. J'ai aucune idée de si elle est compatible JDOM, mais je m'étais dit c'est pas grave. J'ai dans l'idée de renouveler ma plateforme Home Assistant, alors j'ai pas encore eu, l'idée c'est d'avoir une Zimaboard de nouvelle génération, et d'avoir cette clé dessus. Donc de toute façon c'est l'idée de partir sur quelque chose de plus moderne, de plus rapide et de plus efficace, et donc de migrer mon installation Z-Wave de JDOM vers Home Assistant. C'est Home Assistant qui va commencer à prendre la main, et heureusement JDOM pourra continuer à travailler avec du MQTT, donc a priori ce sera quasiment, je l'espère, transparent pour mes scénarios qui continueront à tourner dans JDOM. À voir, mais c'est l'idée en tout cas que j'en ai. Deuxième produit que je voulais absolument présenter parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous voyez, dans Home Assistant mais aussi dans JDOM, j'ai des suivis de consommation. J'ai en particulier mon petit panneau de suivi de consommation EDF. En temps réel, je sais combien je consomme, mais évidemment, dans l'un comme dans l'autre, j'ai aussi mes panneaux d'énergie qui me permettent de remonter mes consommations au jour le jour, que ce soit en termes de gaz comme en termes d'électricité, hein, plus particulièrement d'électricité. Même si ce qui coûte le plus cher c'est le gaz chez moi, ce que j'observe le plus, ce que je monitore le plus, c'est l'électricité. Et je voulais avoir des flux d'énergie plus détaillés sur les consommations électriques dans mon logement. Et pour ça, je vais passer sur un Home Energy Meter 8, donc un produit compatible série 800. Qui n'est pas long range hein, pour le coup, mais qui est dans sa variante américaine et long range, qui a des pinces en périmétrique et qui permet d'aller mesurer les consommations sur différentes lignes de votre tableau électrique. Et donc, ça va me nécessiter évidemment de prendre un petit peu de temps. Vous voyez que j'ai déjà commencé à faire le boulot déballage et compagnie, et de me renseigner sur comment j'allais installer ça, mais je ne l'ai pas encore installé. Donc tout ça, c'est du travail que vous ne voyez pas, travail entre guillemets, hein, qui a lieu en tâche de fond et qui me consomme énormément de temps. Et donc forcément, quand je veux publier du contenu toutes les semaines, c'est des organisations assez complexes à mettre en place pour pouvoir avancer sur toutes ces thématiques. Mais donc ça, dès que je trouve le temps, je l'installe dans mon tableau. Évidemment, je suis obligé de filmer, donc ça double quasiment ou ça triple le temps qu'on pourrait mettre pour faire quoi que ce soit. Mais au moins, vous aurez vu comment on installe ce petit produit et les types d'informations qu'il va remonter. Et ça me permettrait d'avoir des tableaux d'énergie beaucoup plus complets. Dernière chose, là évidemment je vais être obligé de le flouter, ce produit dont je ne peux pas vous dire dans le détail le nom, c'est un produit de chez Aqara, qui est un détecteur de présence, mais il est thread et il est matter. Et donc ça fait toute la différence, parce que j'ai des détecteurs, mais pour le moment je n'avais pas de détecteur de présence. La différence entre un détecteur de mouvement comme cet AEOTech Multisensor 7, qui est super, mais qui est un détecteur de mouvement, c'est qu'un détecteur de mouvement, il faut être en mouvement, c'est ce que son nom indique. Et donc quand vous passez devant, le truc se déclenche, c'est très bien pour faire une alarme, c'est bien éventuellement pour faire
de l'allumage automatique dans une zone sur laquelle vous passez, mais si jamais vous vous arrêtez dans la zone, par exemple vous allez manger, vous allez regarder la télé, vous allez vous coucher, et que vous êtes toujours présent dans la pièce, le détecteur de mouvement ne détectera plus de mouvement si vous êtes immobile, et donc passera en off, donc dira bah non, il n'y a plus de mouvement, donc tu peux éteindre la lumière, tu peux éteindre la télé, je ne sais trop quoi. Un détecteur de présence, lui, n'est pas sensible au mouvement, il est sensible à ce qu'il observe en termes de présence, du coup, dans la pièce. Et donc du coup, en ayant la possibilité de créer des zones pour les détecteurs de présence, vous avez aussi la possibilité, très finement, et vous avez déjà dû le voir dans d'autres vidéos, d'aller pointer dans quel endroit vous vous trouvez dans la pièce, et donc de faire réagir votre maison en conséquence. Et le fait que ce nouveau détecteur soit à la fois amateur et Thread, c'est un gros point positif, puisque plutôt que d'intégrer un Wi-Fi, ce dont j'ai pas envie du tout pour ma domotique, je vais pouvoir m'appuyer sur mon réseau Thread, que j'ai déjà déployé, donc qui est très très fiable, et qui me permettra d'avoir un truc très standardisé, et logiquement très, très exploitable. Et je vous partagerai aussi, alors probablement pas dans une vidéo, mais peut-être un short, enfin ça reste une vidéo, mais une vidéo courte, quelques infos sur l'autonomie des verrous Nuki, dont le verrou Nuki Ultra, parce que j'ai eu en commentaire deux critiques, je crois, me disant que c'était pas sérieux de ne pas donner l'autonomie de ces produits-là, ce que j'ai fait, hein, j'ai donné l'autonomie, mais c'est l'autonomie théorique. Je ne peux pas donner l'autonomie réelle, puisque ce sont des produits, je vous rappelle, qui ont des autonomies entre 3 et 6 mois si vous les utilisez assez traditionnellement. Sachant que le Nuki Ultra, que j'utilise tous les jours, hein, plusieurs fois par jour, il est encore à 66% d'autonomie au bout de plusieurs mois d'utilisation. Et par contre, ce que je voulais comparer, c'était par rapport au Nuki 4 Pro. Je vous le montrerai dans un instant, mais il est sur ma porte d'entrée. J'utilise quasiment la même fréquence, hein, donc il n'y a pas de différence majeure d'utilisation. Il est lui aussi relié, il a un capteur d'ouverture, etc. Les deux, donc ils sont utilisés de la même manière. Ils sont tous les deux en Thread. Ils sont tous les deux intégrés avec un protocole MQTT, donc sur Thread, sur mon installation domotique Home Assistant, donc ils sont dans le même cas d'utilisation. Et vous voyez que les batteries du Nuki 4 Pro, que je préfère, hein, parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à changer, enfin déjà on peut les changer, et elles sont donc remplaçables et facilement réparables, on est déjà à 28% d'autonomie, donc bientôt il va falloir que je le recharge. Et d'ailleurs il va râler je crois à 15%. Alors que donc Nuki Ultra, lui, il est encore à 66% d'autonomie. Donc il y a un très très net avantage sur l'autonomie de Nuki Ultra par rapport donc à Nuki 4 Pro. Je vous le redis, hein, j'ai quasiment le même rythme d'utilisation entre les deux. Hein, donc logiquement, ils auraient dû être au même niveau de batterie s'ils avaient des batteries équivalentes. Ce qui veut dire que ça donne raison à Nuki. Leur batterie sur Nuki Ultra est meilleure que les accus du pack ici du Nuki 4 Pro. Voilà, mais ça je vous en ferai une petite vidéo rapide, probablement quand j'atteindrai les 15% donc quand il me dira de recharger, je vous dirai où j'en suis, mais je serai très, très probablement autour des 60, entre 50 et 60% sur Nuki Ultra, ce qui indique un très très net avantage pour Nuki Ultra. Il faudra aussi, comme promis, que je vous fasse un petit debriefing sur le robot tondeuse Mamotion. Pour information, j'ai encore eu des mises à jour aujourd'hui. Déjà l'application est mise à jour, mais en plus la version du robot évolue, il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc là je vais aller tester le nouveau mode demi-tour, qui apparemment est plus efficace. Donc je vais démarrer la tonte, et puis du coup ça me permettra plus tard hein, dans l'année, je sais pas quand, mais probablement quand je vais le remiser, donc quand j'aurai plus besoin de tondre, je vous montrerai ce qu'il en est en termes d'usure, parce que vous voyez qu'il a quand même subi quelques griffures, quelques dégâts, les pneus sont abîmés, évidemment les lames sont probablement à remplacer ou à mettre à jour, mais en tout cas il s'en est très très bien sorti dans mon jardin. Là il a un petit peu de boulot parce que j'ai laissé un petit peu pousser à nouveau pour voir comment il s'en sort avec ces nouveaux modes de demi-tour et compagnie, mais normalement dans quelque chose comme 1 heure et quart, il aura fini. Et ce que je voulais regarder, c'était surtout comment il s'en sortait avec mon fruitier. Donc j'ai un mirabellier ici, et j'ai eu des mirabelles tout le mois d'août, et ça faisait de la purée de mirabelle. Donc ça par contre c'est le seul point qui était un petit peu embêtant. Mais pour tout le reste, ça s'est très très bien passé, il entretient vraiment très bien le jardin. C'est peut-être pas, je vous l'accorde, ce qu'on attend pour un robot tondeuse, d'être plutôt autonome et de pouvoir les tondre tout seul, mais ici il est à l'abri de l'humidité. Alors, sauf quand il y a évidemment un peu d'eau dans ma cave, ce qui arrive malheureusement de temps en temps, mais à l'abri
des fortes pluies, de la grêle, à l'abri des animaux éventuellement qui pourraient vouloir avoir envie de gratter ou d'abîmer l'appareil. Il est à l'abri aussi du soleil qui peut faire chauffer les batteries ou faire ou endommager, enfin abîmer on va dire ternir un petit peu la couleur du produit, et à l'abri des gens qui voudraient voler ce type de machine. C'est pas idéal, mais dans mon cas de figure, j'ai vraiment aucun intérêt à le mettre dehors en permanence. Je me suis rendu compte que étant donné que je suis là suffisamment de jours dans la semaine pour pouvoir le poser et l'envoyer, il n'a pas besoin. Déjà, il n'a pas besoin de tourner tous les jours, ça aurait aucun intérêt de tondre tous les jours, à part juste le principe de dire j'ai un robot qui part dehors en permanence. Je vois pas l'intérêt. Déjà 2 fois par semaine c'est beaucoup, voire en été 1 fois par semaine c'est largement suffisant pour couper la tête des pissenlits. Donc il est très bien là, et en plus ça me permet de le mettre à charger, de l'éteindre proprement et de débrancher, parce que mine de rien il a une consommation, je vous l'ai dit, hein, même quand il est plus en charge, mais qu'il attend sur le réseau, l'éventuelle probabilité qu'il aille tondre, il consomme, alors que si vous l'éteignez, il ne consomme pas, il n'use pas ses batteries, et donc vous prolongez la durée de vie du produit. Donc c'est pour ça que pour le moment j'ai continué à faire ce choix-là. Je ne vois pas l'intérêt d'aller le laisser dehors, dans mon cas de figure. Évidemment, chacun voit midi à sa porte et fait comme il le sent chez lui. Mais en tout cas, moi je pense que ça suffit largement de l'utiliser comme un robot tondeuse au moment où on en a besoin. Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai quelques framboises, il va falloir que je cueille ça. Et donc voilà le nouveau mode demi-tour du robot. C'est la première fois que je le vois, hein. J'ai pas regardé jusqu'à présent ce qu'il faisait de différent. Oui, donc il fait un petit pas en avant en fait. C'est la différence, je pense, pour faciliter. Je pense que c'est pour éviter quand c'est humide d'aller abîmer le terrain et de s'embourber, mais voilà, il fait un tout petit pas en avant. Je pense que c'est ça qui est nouveau. Effectivement, le demi-tour se fait très rapidement. Voilà, donc j'en reparlerai vite fait, mais il n'y a pas grand chose à en dire. C'est une machine qui est sans problème, qui fonctionne très très bien, qui n'a jamais été en défaut malgré le terrain. Alors le terrain est assez simple, puisqu'il a juste à faire des lignes, mais il y a quand même des zones où c'est un petit peu cassé, un petit peu dangereux, et vraiment il n'a jamais été mis en défaut. Donc c'est une machine qui est très recommandable. C'est vraiment hyper satisfaisant, on perd pas de temps à tondre, et en plus ça a un résultat, un fini vraiment intéressant. La seule différence, c'est que d'habitude je ramasse, donc j'ai un bac et évidemment toutes les feuilles mortes et tout ça sont ramassées. Évidemment, ce modèle-là n'est pas équipé de bac, donc les feuilles vont rester à terre, sauf si je sors ma tondeuse, et j'ai aucune envie de sortir ma tondeuse quand je vois le travail qu'il est en capacité de faire. Alors évidemment, si vous n'aimez pas les lignes bien droites qui sont faites par le robot, puisque comme il est aidé d'un GPS, il fait des lignes parfaitement droites, vous pouvez à chaque sortie lui demander de changer l'angle de tonte. Du coup là on le voit encore faire son petit demi-tour de manière a priori plus optimale. Donc vous pouvez faire changer l'angle, mais moi je ne l'ai jamais fait parce que du coup, enfin je l'ai fait une fois plutôt, mais j'en ai pas besoin parce que c'est optimal en fait. Quand il fait des grandes longueurs comme ça, c'est là où il est le plus rapide puisqu'il ne s'arrête pas. Il fait pas demi-tour. Lié à la tondeuse, mais aussi au fait que je suis équipé de Wi-Fi 7 chez moi, ce que je compte aussi mettre en place, et je ne sais pas encore si ça va être fait avec TP-Link ou si je le ferai de manière autonome dans mon coin, mais ce sera un point d'accès Wi-Fi 7, donc ici c'est aussi un routeur mesh parce que les gammes d'écho sont capables de tout faire, mais un point d'accès Wi-Fi 7 en mesh, en IP65, donc c'est-à-dire compatible extérieur. Donc ce point d'accès là, qui est un BE5000, donc qui n'est pas hyper rapide en Wi-Fi 7, mais si on le couple avec d'autres bornes de chez Deco Wi-Fi 7, vous avez la possibilité en PoE ou avec une alimentation externe au choix, de mettre dans votre jardin une borne qui est étanche. Alors évidemment il y a d'autres marques qui le font, mais quand on est en Wi-Fi mesh, c'est quand même mieux de rester dans la même marque, puisque comme ça c'est vraiment complètement transparent. On gère toutes les bornes de la même manière, et en plus, donc c'est homogène en termes d'administration avec les applications, tout ça, mais en plus c'est transparent pour l'espèce de roaming quand on va d'une borne à l'autre. Et pour rappel, hein, mes bornes Wi-Fi 7 sont des bornes qui me donnent entière satisfaction, elles fonctionnent très très bien. Il y a des bornes d'autres marques qui sont aussi excellentes, mais ici c'est les bornes BE85 de chez TP-Link, donc Wi-Fi 7, qui ont de très très bons débits, et depuis le dernier firmware qui est sorti au mois d'août, j'avais quelques petits soucis de temps en temps de stabilité ou de changement de borne. Tout est résolu, elle marche vraiment maintenant hyper bien, en fait, comme quand je les ai reçus. Donc j'ai eu 3-4 mois de soucis, on va dire, où de temps en temps mon smartphone ne voulait pas se reconnecter, mais maintenant voilà, ça fonctionne très bien, et donc j'envisage de mettre une borne à l'extérieur pour que ma tondeuse puisse tondre sans avoir besoin de 4G, puisque je vous rappelle que la Mammotion, elle est net RTK, donc elle n'a pas besoin d'antenne RTK si on ne souhaite pas la déployer, mais dans ce cas-là, c'est net RTK 4G ou net RTK Wi-Fi, et si on part sur la 4G, il faut un abonnement annuel à payer, et j'ai pas envie de payer l'abonnement annuel, alors que je peux, si nécessaire, passer par
par du Wi-Fi en fait, directement mon réseau Wi-Fi, mais il faut que je capte bien l'extérieur, et ces bornes-là, malheureusement, telles qu'elles sont positionnées, ne permettent pas d'aller jusqu'au bout du jardin pour les capter, donc il faut absolument que je mette une borne dehors. L'autre chose que j'essayais de mettre en place, et je suis en contact encore là-dessus, mais malheureusement ça prend énormément de temps, je crois que j'ai commencé à contacter Tado début juin, quelque chose comme ça je crois, de mémoire, et on n'est toujours pas sur on va dire un accord, en tout cas, on n'est pas parti sur des produits à tester, mais je souhaite remplacer mon système de gestion du chauffage, qui est actuellement du Netatmo, par du Tado X, donc le Tado qui est en thread, thread matter, et donc qui sera beaucoup plus à l'aise pour une intégration locale, parce que j'en ai marre de Netatmo, je ne veux plus dépendre de leur serveur. Ça fonctionne bien quand ça fonctionne, mais le problème c'est qu'il y a toujours des incertitudes avec la fiabilité, la stabilité de leur service. En général ça se passe bien, mais voilà, j'aimerais bien voir autre chose, voir si effectivement il y a des marques qui s'en sortent mieux, et donc l'idée c'est de remplacer mes vannes et mon thermostat. Et donc pour ça, il faut que j'ai des produits adaptés. Donc pour rappel, je vous avais fait des vidéos là-dessus, mais j'ai changé mes vannes, donc j'ai fait des SAV sur les vannes, donc les vannes qui me posaient problème ne me posent maintenant plus problème, donc j'ai des vannes qui sont parfaitement fonctionnelles, j'ai changé même les piles de celles-ci juste avant la saison de chauffe, comme ça je suis prêt pour la nouvelle saison de chauffe qui s'annonce. Et dans mon séjour, j'ai toujours mon thermostat Netatmo. Pour le moment, on est encore mi-septembre, donc j'ai pas démarré le chauffage, même pour les premières fraîcheurs, on va dire l'humidité. Pour le moment, pas besoin. Ce thermostat, c'est toujours le même que celui que dont je vous ai fait une vidéo il y a peut-être maintenant 2 ans. Je vous disais, ouais, ça fait 7 ans, je crois, je sais même plus où j'en suis, que j'ai ce thermostat, il fonctionne très bien. Donc j'arrive quasiment aux 10 ans. Je me demande, même si je suis pas à plus de 10 ans, d'utilisation de ce thermostat. Je l'avais changé en 2014, 2015, je dirais comme ça, donc je vais vraiment pas loin des 10 ans. Donc voilà, même si je suis pas complètement satisfait de Netatmo, faut reconnaître quand même que, en tout cas sur le modèle que j'ai moi, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'afficheur, qui ont des problèmes, etc. Moi, sur le modèle que j'ai, connecté avec des vannes et tout ça, ça fonctionne vraiment bien. C'est juste que je voudrais que mon chauffage soit complètement géré en local, je ne veux pas dépendre de services qui sont sur Internet, et donc j'aimerais bien, dans la mesure du possible, basculer aussi sur une gestion de chauffage qui est locale. Et donc il faut des produits qui fonctionnent en local, et malheureusement les produits Netatmo, ce n'est pas le cas. Et petit produit que je voulais aussi vous présenter, c'est ce PowerZ de chez ChargeLab. Alors le PowerZ, qu'est-ce que c'est? C'est un produit dont certainement vous ne ferez jamais l'acquisition, mais c'est pas grave parce que par curiosité intellectuelle, je pense que certains d'entre vous seront intéressés. Et si vous êtes dans des domaines où vous êtes soit au niveau de l'IT par exemple, ou que vous faites des réparations de produits, ça peut vous intéresser. Alors en quoi ça consiste? C'est un produit qui est excellent, il a une entrée USB-C à l'arrière, une sortie USB-C à l'avant, en gros, c'est un espèce de passe-trou. Sur le côté, vous avez un autre port USB-C qui sert, si vous voulez faire du monitoring, donc pour brancher sur une machine, et pour avoir les informations qu'il a lui, mais directement sur l'écran de votre machine. Je vais prendre ici mon câble Thunderbolt, je le connecte, alors je fais tout à une main, donc évidemment que c'est pas facile, je vais pivoter l'écran, et donc vous voyez ici qu'il est en capacité de me donner tension, ampérage, donc intensité, et la multiplication des deux, c'est-à-dire la puissance. Donc là actuellement mon téléphone charge à 23 watts et il est en Power Delivery 3.0. Et en fonction du type de chargeur que vous utilisez, évidemment vous aurez ces informations-là qui vont changer. Vous saurez toujours de quoi est capable le produit que vous connectez et le produit sur lequel il est connecté. Comment ils ont négocié leur union, entre guillemets, et quel est le protocole qu'ils vont utiliser, qu'ils ont négocié entre eux pour faire la charge du produit et comment la charge a lieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez directement sur le produit, vous voyez des petits graphiques en temps réel sur les différentes lignes USB, la charge, la tension et compagnie, quoi. Et vous pouvez aussi exporter ça donc directement en temps réel sur votre ordinateur si vous voulez avoir du suivi ou que vous faites une campagne de test. Donc c'est des produits qui sont très niches, mais très intéressants quand on veut avoir un petit peu d'informations autour de tout ça. Donc je vous présenterai ce produit-là, ça vous permettra peut-être pour les gens qui ne connaissent pas de découvrir que ce type de produit existe et qu'il peut vous aider à dépanner par exemple des produits qui ne démarrent plus en USB pour savoir ce qui se passe, est-ce qu'ils ne consomment plus rien, est-ce qu'ils consomment une intensité beaucoup trop élevée, des trucs comme ça pour pouvoir déterminer si le produit est fonctionnel ou le produit est en panne. Voilà en ce qui concerne donc les sujets qui vont arriver, j'espère que ça vous intéresse, je continue à pas diversifier puisque j'ai pas de nouvelles thématiques, mais à maintenir des contenus assez divers, de manière à ce que chacun s'y retrouve. Alors ça perd peut-être certaines personnes qui veulent voir qu'un type de contenu, mais moi ce que je vous partage, et je le redis, c'est pas du tout une chaîne classique où je vous fais des tests de produits, c'est que je vous présente
mon quotidien quelque part à travers les produits que j'utilise ou les services que j'utilise dans mon quotidien. Donc si je change de téléphone portable, bah, je vous fais une vidéo sur un téléphone portable. Quand je change de montre, je vous fais une vidéo sur une montre. Si jamais je déploie un nouveau service sur une machine ou sur mon NAS, eh ben, je vous en parle. Voilà, c'est presque un blog, mais sous le format de test vidéo ou de tuto vidéo, on va dire. J'espère que les gens qui suivent mon contenu ont compris ça, parce qu'il y en a beaucoup qui passent à côté quelque part de l'idée. J'ai pas une chaîne de domotique, j'ai pas une chaîne de high-tech PC ou une chaîne de développement ou de déploiement Docker, c'est pas l'idée ici. L'idée, c'est vraiment d'être assez généraliste dans ces thématiques-là pour vous présenter comment j'évolue au fur et à mesure dans ma maison pour ma domotique, dans l'utilisation de mes machines, de mes accessoires, de mes outils. Voilà, comme ça vous voyez au fur et à mesure moi-même comment je progresse, comment je m'améliore, comment je change d'avis et je change peut-être de matériel, d'outils, bah pour que ce soit plus facile à utiliser au quotidien. Donc on se retrouvera prochainement, la semaine prochaine évidemment, puisque je sors une vidéo toutes les semaines, tous les jeudis à 17h30. Vous savez déjà probablement quel est le contenu, mais on se retrouve donc chaque semaine, et donc vous verrez ce que vous avez pu voir en ce moment en vidéo, bah vous le verrez en concret, en sujet dédié, dans une vidéo à part. Merci de continuer à regarder les vidéos qui sortent sur ma chaîne, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.